principalement au sortir de la débâcle du Cameroun qui malheureusement quitté la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 au huitième de finale de cette compétition. L'équipe nationale du Cameroun de football, l'équipe Fagnon, perd ses sélectionneurs. Patrick Kluivert et Clarence Seedorf ont été limogés à la suite des concertations menées par le président de la Fédération camerounaise de football. Mais les prémices étaient déjà visibles avec une sortie remarquée et remarquable du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelé-Kombi, qui dans une interview Fleuve était revenu sur les mauvais résultats de Clarence Seedorf et de son adjoint à la tête de l'équipe Fagnon du Cameroun. De mauvais résultats certainement qui auguraient déjà des lendemains morts ou des lendemains douloureux pour ce staff technique des Lions indomptables du Cameroun. Et la nouvelle est tombée ce mardi en début de soirée. Le président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Mbombondieu, a pris une décision et l'a rendue officielle via un communiqué de presse qui a d'ailleurs parcouru l'ensemble des rédactions. Et à la suite de cette sortie du président de la FECA Foot, nous avons fait le choix de nous consacrer sur cette problématique ce soir pour davantage vous étayer sur les tenants, les aboutissants de cette sortie du président de la Fédération camerounaise de football, du limogeage du staff technique des Lions indomptables du Cameroun et justement des jours à venir, comment ces jours seront constitués, de quoi seront faits ces jours pour l'équipe nationale du Cameroun. Voilà donc l'épine dorsale, mesdames et messieurs, de cette édition de Tout au clair sur la télévision du monde. Tout au clair, vous le savez, est une émission interactive. Nous attendons de vous des messages, des questions, mais aussi des contributions pour davantage égayer et étayer ce plateau de Tout au clair sur la télévision du monde. Vous êtes donc très nombreux à devoir composer via SMS le 6 99 57 30 26, 6 99 57 30 26. C'est le code d'accès à ce programme si vous êtes au Cameroun, mais si vous êtes en dehors du Cameroun, vous êtes l'indicatif de notre pays, le 00237, et vous faites partie, bien évidemment, de la grande famille de Tout au clair sur la télévision du monde. Tout au clair, c'est un panel, mais également c'est une thématique. Dans quelques instants, la présentation du panel. Ils étaient 5 conviés à ce débat sur la télévision du monde de ce soir. Mais à raison de quelques contingences et certainement des intempéries, certains n'ont pas encore rallié ce plateau. D'autres ne pourront malheureusement pas être des nôtres ce soir, et ce pour plusieurs raisons. Mais nous ferons avec ceux qui sont dans le plateau de Tout au clair de ce soir. Et parmi eux, un journaliste émérite de la place camerounaise. Il intervient également sur les questions de sport. Léandre Zier, c'est son nom. Léandre, bonsoir. Bonsoir Frédéric et bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision du monde. C'est toujours un plaisir de vous savoir dans cette émission, une émission de débat sur la télévision du monde. En face, nous aurons également un consultant qui est en notre compagnie, Christian Mungou, c'est son nom. Christian, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Merci d'avoir accepté d'être là. C'est un plaisir. Je rappelle également que nous attendons dans le cadre de cet échange Monsieur Jean-Marcel Itiga, qui nous vient du syndicat national des footballeurs du Cameroun. Il est par ailleurs journaliste, mais aussi le président de Diabdinkam, le maire, par ailleurs le maire de la commune de Yabassi, Jacques Maboula Mboya, qui pourrait également être de nous dans le cadre de cet échange sur la télévision du monde. Alors, la nouvelle est tombée hier. Une nouvelle qui a surpris plus d'un, on le sait, le ministre des Sports et de l'Éducation physique avait déjà dessiné un peu les rails sur lesquels pourrait rouler le chemin, la locomotive Seydou Mbombondieu, avec ses critiques acerbes contre le staff technique des Lions indomptables du Cameroun. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit pouvoir résumer et lire la sortie du président de la Fédération camerounaise de football?
Bon, à chacun d'interpréter comme bon lui semble. Moi, je pense que la sortie du ministre, vous l'avez dit Frédéric, donnait déjà une certaine lecture de ce qui sera de l'avenir de l'encadrement technique des Lions, c'est-à-dire l'avenir de Seedorf et Patrick Kluivert, puisque le ministre avait été très dur avec des mots. Vous savez, le ministre, c'est un diplomate et il sait comment employer certains mots. Et les mots qu'il a utilisés laissaient croire de façon transparente que les jours de Seedorf et de Kluivert étaient comptés. Sur la manière, je pense que de façon honnête, en football, en matière de football moderne, ce n'est pas le ministre directement qui devrait se questionner lorsqu'il n'y a pas cas de force majeure, puisqu'on a juste participé à une compétition. Il n'y a pas une grosse hécatombe pour que le ministre puisse prendre la parole. La fédération, qui est indépendante, devait prendre la décision soit de conserver l'entraîneur, soit de le limoger, vu que son contrat n'est qu'à son début. Il a signé un contrat de 4 ans et je pense qu'il est quand même prématuré de rompre un contrat de 4 ans après moins d'1 an. Donc moi je pense que c'est une démarche maladroite et de la part du ministre d'avoir pensé qu'après une compétition, après 10 matchs, on pouvait juger un entraîneur et sur ce le limoger pour pour manque de résultats. Pourtant, on n'a même pas eu, je dirais, l'espace pour pouvoir démontrer l'étendue de son talent ou bien l'étendue de sa marge de manœuvre. 10 matchs, c'est assez peu. Et lorsque le ministre parle, la note parle de résultats insuffisants, je ne pense pas que ce soit le terme qu'il faille utiliser, puisque Seedorf, sur 10 matchs, il n'a perdu que 2 matchs. C'est assez sévère pour pouvoir licencier un entraîneur, surtout de la trempe de Clarence Seedorf. Rien ne présageait de ce que Clarence Seedorf et Patrick Kluivert pourraient perdre leur poste de sélectionneur principal et adjoint de l'équipe nationale du Cameroun. Ça dépend de quand on se situe. Si c'était avant la CAN, oui, c'était difficile à présager, mais au cours de la CAN qui s'est passée, au vu du parcours qu'on a fait, qui n'était pas non plus une catastrophe de mon point de vue, on pouvait quand même considérer qu'on pourrait remettre des choses sur la table. Et moi, contrairement à l'autre panéliste, je peux dire que de mon point de vue, tout dépend aussi des clauses du contrat, je crois. Si le ministre indique que les clauses du contrat n'ont pas été respectées par les techniciens, eh bien, il faut peut-être regarder en détail qu'est-ce que ces clauses stipulaient. Si, par exemple, ces clauses indiquaient que l'un des objectifs était de remporter la CAN, eh bien, on pense, à ce moment-là, on peut dire qu'on est cohérent si on dit qu'il faut rompre le contrat parce que la CAN n'a pas été remportée. Maintenant, est-ce que ce type d'objectif en lui-même est quelque chose qui était pertinent? Ça, c'est autre chose. Je crois que c'est ce que je peux dire à ce stade. Par contre, moi je trouve quand même, moi, ce qui me surprend, c'est un peu la rapidité. Donc, pour moi, c'est assez rapide. Je me demande, quels que soient les griefs ou bien quels que soient les reproches qu'on peut lui faire, est-ce qu'on a eu le temps de l'écouter? Bref, est-ce qu'il a pu s'expliquer? Pour moi, ça me semble quand même un minimum. Donc, je n'ai pas l'impression qu'un processus normal a été mené et qui mène au licenciement de ces entraîneurs. Mais la petite chose que je pourrais ajouter aussi est que au vu de tout ce qui a pu se dire durant la compétition, il est bien possible que les pensées du ministre aillent au-delà de ce qu'il a indiqué dans son communiqué. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des motifs qu'il ne détaille pas là-dedans, mais qui l'incitent à penser que l'équipe des sélectionneurs qui était en place n'est pas à la bonne place. C'était un jour qui a fait rêver les Camerounais. Pour le rappeler, lorsqu'ils arrivent, il y a pratiquement 10 mois, à peu près, un peu moins même, lorsqu'ils arrivent, ils sont présentés en grande pompe, ils sont, on a envie de dire, célébrés, même si, il faut le reconnaître, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert ne faisaient pas partie de la shortlist des entraîneurs qui avaient été prospectés pour être à la tête de l'équipe féminine du Cameroun. Oui, il faut dire que sur le plan nominatif, purement nominatif, lorsqu'on parle de Clarence Seedorf, c'est l'un des meilleurs palmarès en termes de football, en qualité de joueur, il faut le préciser. Donc, c'est 4 Ligues des champions européennes, c'est plusieurs championnats gagnés avec des clubs différents, que ce soit le Milan AC, le Real de Madrid. Mais en tant qu'entraîneur, réellement, Seedorf n'a
pas de gros palmarès, il n'a que des passages un peu en fulgurance dans des clubs de seconde zone en dehors du Milan AC qu'il a entraîné durant une période aussi très courte. Il n'a pas de gros palmarès et le Cameroun paraissait pour lui comme un véritable tremplin, une véritable tribune où il pouvait s'exprimer, il pouvait décoller et ça n'a pas été le cas. Et c'était, comment je vais dire ça, c'était légitime qu'aujourd'hui, moi je le disais encore dernièrement, que de voir des joueurs qui nous ont fait rêver tels que Clarence Seedorf et Patrick Kluivert chanter l'hymne national du Cameroun, ça faisait plaisir à voir, ça faisait rêver, pas que les Camerounais mais d'autres Africains. Mais sur le terme purement de leur travail technique d'entraîneur, on a vu beaucoup de cacophonie, beaucoup comment je vais dire ça, beaucoup de manque d'assurance, pas de réelle traçabilité, pas de continuité dans leur façon d'entraîner. Je pense que c'est sur ça un peu que les autorités sportives du Cameroun se sont basées pour dire que le duo n'était pas compétent. Et vu que beaucoup de choses ont fuité pendant la Coupe d'Afrique des Nations, vous savez, on a cette qualité-là que je vais dire, cette qualité-là que lorsqu'on va dans une compétition comme la CAN, très peu d'entre nous vont pour étudier les schémas de jeu, beaucoup vont écouter les bruits de couloir, qu'est-ce qui se dit dans les chambres, et lorsqu'on entend ces bruits de couloir, on dit qu'il y a tel qui a fait partir un tel pour une telle raison, il y a telle sélection qui s'est jouée dans des chambres, une autre sélection qui s'est jouée au stade. Ça arrive dans les oreilles des ministres, on n'est plus à l'époque de la pierre taillée. Donc aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, les mêmes messages que vous avez, Frédéric, c'est les mêmes messages que le ministre reçoit et il y a un environnement qui est influent, qui fait comprendre au ministre que des gens qui sont là ne sont pas à la hauteur puisque les sélections sont faites de manière bancale selon eux. Bon, je pense que c'est sur cette base-là que le ministre a pris sur lui de commencer à inquiéter ces gens-là. Mais comme le disait le monsieur d'en face, il était important quand même, lorsqu'il y a une décision aussi compliqué, pas aussi compliqué, mais aussi grave à prendre, tel que de limoger un entraîneur qui a encore 3 ans de contrat, il était quand même, à mon avis, normal de l'écouter, de l'entendre. On a vu ça en 2014 lorsque les Lions sont allés en Coupe du Monde. C'est vrai qu'on n'allait pas en Coupe du Monde pour gagner la Coupe du Monde, mais à la fin de la compétition, il y avait les mêmes problèmes où on disait qu'il y avait des scandales, des pots de vin et tout ça. Le Premier ministre avait instruit une commission d'enquête. C'est vrai que même jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas toujours eu les résultats de cette enquête, mais on avait quand même su qu'il y avait des gens qui avaient été auditionnés. Mais aujourd'hui, on parle des réunions. Pendant qu'on sait que le ministre et le président de la fédération sont en déplacement permanent depuis un bout, il y a la Coupe du Monde féminine qui s'est jouée, il y a la CAN qui s'est jouée, il y a les volleyeuses qui étaient en finale. Ça fait que on trouve très difficilement le moment où ces gens-là se sont rencontrés pour discuter du contrat de Seedorf. Donc on peut dire que c'est parti comme ça sur des sauts d'humeur et en tant que Camerounais, on a juste, peut-être à mon avis, c'est une décision qui a été prise à l'émotion et... Un peu à l'emporte-pièce. À l'emporte-pièce. Quels sont les griefs qui sont portés contre Clarence Seedorf et Patrick Kluivert? Si j'en crois le contenu du communiqué du ministre, eh bien, il reproche à l'équipe des entraîneurs d'avoir pas su bâtir une équipe cohérente, conquérante, et il en veut pour preuve le fait que le coach ait aligné 4 équipes différentes durant la compétition. Le coach, il a les mains libres. Il avait d'ailleurs dit lorsqu'il prenait fonction, je veux travailler en toute quiétude, en toute liberté. Oui, mais non. Il interprète le fait qu'il ait changé régulièrement d'équipe. Le ministre interprète cela comme étant un tâtonnement et lui reproche ce tâtonnement. J'avoue que moi, je vois les choses un peu différemment. Parce que moi pour vous dire la vérité, moi quand j'ai vu le coach changer de plan d'un match à l'autre, eh bien, moi, ça m'a davantage fait penser à quelque chose d'un peu plus scientifique. C'est-à-dire que je me suis dit que ça n'allait plus être une façon de jeu stéréotypée ou alors une équipe stéréotypée, mais une équipe qui est le résultat de vraiment qu'est-ce qu'on a pu observer, comment on a pu étudier l'adversaire et tout, quels sont le type de force qu'on va mettre en œuvre, qu'on va mettre en présence compte tenu de l'adversaire qu'on a en face. Donc c'est comme ça que moi j'ai voulu le voir en créditant donc les techniciens de cette capacité à le faire. Mais c'est interprété différemment par d'autres. C'est interprété par d'autres comme étant un tâtonnement qui veut simplement dire qu'ils n'ont pas une maîtrise de l'équipe. Alors moi je voulais dire aussi, que je suis un peu l'autre panéliste quand il dit ils n'avaient pas, effectivement, ils ne sont pas venus avec un gros pédigré en tant qu'entraîneur, parlant en particulier de Clarence Seedorf. Mais comme joueur, il a un gros CV et je pense que le Cameroun
la fédération et les Camerounais, dans leur majorité, parce qu'on a suivi quand même, étaient quand même assez admiratifs et ont fait le pari que, avec le passé qu'il a eu comme joueur, comme palmarès de joueur, il viendrait peut-être se bâtir, lui, en même temps qu'il bâtirait aussi une équipe des Lions indomptables très forte et qu'il bâtirait sur des fondations solides. Je pense que c'est ce pari que les autorités sportives ont fait en lui confiant l'équipe nationale du Cameroun. De mon point de vue. Et puis bon, là il déchante à peine après quelques mois. C'est peut-être, je crois que c'est ce qui s'est passé. Mais est-ce que Clarence Seedorf et Patrick Kluivert ne payent pas un peu le prix d'une arrivée inattendue à la tête de l'équipe nationale du Cameroun? Inattendu, je ne pense pas. Il n'était pas dans la shortlist, vous le reconnaissez. Oui, il n'était pas dans la shortlist, mais il faut dire que... Il était encore moins dans les plans, puisqu'on avait un sélectionneur, ou du moins un candidat qui avait été même logé dans un hôtel de la place à Yaoundé, en négociation avec les instances du football. Mais finalement, c'est Clarence Seedorf et Patrick Kluivert qui sont retenus. Mais est-ce qu'on va juger maintenant, aujourd'hui qu'on les a limogés, la procédure de leur recrutement? Puisque leur contrat avait déjà été paraphé, ça veut dire que même s'ils n'avaient pas été dans la shortlist, à un moment donné, on a dit qu'ils sont là, ils remplissent les conditions, alors on peut faire avec. Le monsieur d'en face a parlé... Monsieur Mungo, excusez-moi, ça ne me fait pas beaucoup plaisir de dire le monsieur d'en face. Monsieur Mungo a parlé de palmarès ou de pédigré. Je ne crois pas que les entraîneurs qui ont toujours brillé au Cameroun aient eu un pédigré. Je ne me rappelle pas d'une grande équipe qui a été entraînée. Non, tout son palmarès, mais il n'a rien donné. Mais je ne me rappelle pas d'une grande équipe qui a été entraînée par Nipomnachi, ni par Pierre Lechante, ou encore mieux Winfried Schäfer. C'est au Cameroun qu'ils ont fait leurs heures de gloire. Voilà. Ça veut dire, ni Hugo Bross, voilà. Ça veut dire que parler du passé d'un entraîneur lorsqu'il arrive à une équipe nationale, c'est mal le connaître. Parce que même les entraîneurs les plus célèbres, les Ferguson, ont frôler la relégation avec Manchester United avant de commencer à grandir pour devenir le grand entraîneur qu'ils sont aujourd'hui. Mais là, on parle de club, on ne parle pas de... Oui, ça va dans la même lancée que l'équipe nationale. Aujourd'hui, il faut toujours copier le bon exemple, Frédéric. N'ayons pas honte, on le dit souvent. Il ne faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. En France, aujourd'hui, on a Didier Deschamps qui est en place depuis 2012. C'est 7 ans. Ce n'est pas 7 ans de victoire quand il a pris l'équipe de France. Mais aujourd'hui, il est champion du monde. En Allemagne, on a Joachim Löw qui est là depuis peut-être 15 ans, qui a gagné la Coupe qui est arrivé en Coupe, qui a entraîné l'équipe d'Allemagne lorsqu'on recevait la Coupe du Monde. Il n'a pas gagné, mais on lui a fait confiance. Il est resté, il a battu une nouvelle équipe sur un autre projet, s'il avait d'autres joueurs, il a pu gagner la Coupe du Monde. Il est revenu après, il n'a pas gagné, mais il est toujours là. On peut changer, on peut s'organiser à changer autre chose que l'entraîneur. Mais aujourd'hui, nous, on s'est fait spécialiste du changement d'entraîneur, puisque vous allez voir que depuis la création de la Fédération camerounaise de football, c'est presque 34 entraîneurs qu'on a utilisés depuis 1970. C'est un record mondial aujourd'hui de changer autant d'entraîneurs. Peut-être une fois ou deux fois ça nous a réussi, mais ça ne nous permet pas de bâtir une équipe sur la durée. Chaque entraîneur vient avec ses sentiments et ses méthodes, ses joueurs. Quand on sait quelles sont les méthodes de sélection des joueurs ici, on comprend combien ça devient difficile. Le dernier en date, Hugo Bross, a eu le malheur de ne pas remplir ses objectifs parce qu'en 2017, ses objectifs étaient lesquels? Qualifier l'équipe pour le mondial et préparer une bonne équipe pour remporter la Coupe d'Afrique qui devait se jouer au Cameroun en 2019. Malheur lui en a pris, il a plutôt gagné la Coupe d'Afrique, ce qui n'était pas dans ses objectifs. Donc on a préféré le licencier pour objectif non atteint. Vous voyez qu'aujourd'hui... Pourtant un objectif majeur atteint. Majeur, parce qu'on ne comprend pas comment on peut limoger un entraîneur qui a été pourtant champion d'Afrique. C'est pour ça que j'ai dit que peut-être n'avait pas rempli ses objectifs, parce que être champion d'Afrique n'était pas dans ses objectifs. On l'a limogé, donc pour ça. Aujourd'hui, on se retrouve, on a fait 6 mois, presque 5 mois de disette à chercher un entraîneur. Et aujourd'hui, qu'on a eu un duo Seedorf, Kluivert, qui ne sont pas des moindres, on se permet qu'après 4 mois, 10 matchs, une compétition. D'abord les objectifs, lorsqu'on donne un objectif, parce que Seedorf et Kluivert avaient pour objectif gagner la Coupe d'Afrique des Nations, qualifier le Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2021 et pour la Coupe du Monde en 2022. Même en France, même au Brésil, l'objectif d'un entraîneur, ce n'est pas de gagner même la Copa América. Même l'Argentine de Messi n'a pas pour objectif de gagner. On peut encore dire que l'objectif
dernier carré, demi-finale, c'est l'objectif le plus réaliste. Mais lorsque vous donnez à un entraîneur l'objectif de gagner, ça veut dire en d'autres termes que vous ne voulez plus de cet entraîneur. Et c'est ce qui se voit aujourd'hui avec la prestation des Lions. Parce qu'on peut dire ce qu'on peut dire. Aliou Cissé, qui est aujourd'hui finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, a été éliminé par le Cameroun en 2017. Quels étaient ses objectifs? Peut-être gagner, puisqu'il a avec lui presque le meilleur effectif en termes de joueurs. Aujourd'hui, quand on est le Cameroun, avec des joueurs dont le meilleur est remplaçant au Paris Saint-Germain, on ne peut pas se permettre, parce qu'on a un entraîneur, soit-il Seedorf ou Mourinho, de se mettre pour objectif gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est un objectif qui n'était pas réaliste et ça traduit aujourd'hui la situation qui est le limogeage presque prématuré de l'entraîneur. Alors lui pense que les objectifs n'étaient pas du tout des objectifs qui étaient facilement à atteindre, alors qu'on le sait, le Cameroun est champion d'Afrique en titre, mais perd cette casquette et cette posture au sortir de cette CAN. Est-ce que cette CAN n'est pas finalement le bouc émissaire? On cherche bien à imputer cette mauvaise prestation des Lions indomptables à quelqu'un, et le meilleur bouc émissaire ne pourrait être que le sélectionneur, l'entraîneur et son adjoint. Ouais, ça pourrait, ça a un peu l'air de ça, vu la vitesse à laquelle les choses sont parties. Ça pourrait être ça, mais ce que je voulais dire, d'abord je suis d'accord avec lui. En termes d'objectifs, on peut très bien assigner à un sélectionneur l'objectif d'amener son équipe, par exemple, dans le dernier carré d'une compétition, ça se comprendrait, même quand on est le détenteur du titre. Donc, sur ce plan-là, je suis tout à fait d'accord. En termes d'objectifs, ce n'était pas du tout pertinent. Maintenant, pourquoi penser que ce n'était pas pertinent? On ne peut pas perdre, on peut pas aller en compétition en étant champion en titre et ne pas se fixer comme objectif de réitérer cet exploit, ou alors au mieux d'être finaliste. Ce n'est pas pertinent pour la simple raison que si 4 des meilleurs entraîneurs de la compétition sont engagés et se retrouvent tous les 4 en demi-finale, ils sont tous bons, il y a un seul qui va remporter. Les autres, ils sont bons mais ils ne remporteront pas. Donc il n'y a pas de champion. Donc je veux pour ça dire que quand on n'a pas remporté une CAN, ce n'est pas nécessairement qu'on est un mauvais entraîneur. Donc pour moi, ce n'était pas pertinent. Maintenant, est-ce que c'est un bouc émissaire? Bon, honnêtement, moi je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je trouve qu'on est allé trop vite et j'ai aussi l'impression que... Vous voulez que ce ne soit pas un bouc émissaire, que Clarence Seedorf et Patrick Kluivert ne soient pas justement l'arbre qui pourrait cacher la forêt. C'est possible. De toute façon, ils peuvent faire des seuls fautifs. Ils peuvent faire des seuls fautifs, pas seulement pour la compétition, mais pour l'ensemble de l'activité autour des Lions indomptables. Donc, effectivement, la compétition a pu très bien être utilisée comme un prétexte, d'abord pour se débarrasser des entraîneurs et ensuite pour essayer de voir plus clair dans ce qui se passe autour des Lions indomptables, moi je pense. Oui, et il faut noter aussi que cela dénote un peu du fonctionnement de la Fédération camerounaise de football et du football camerounais même en général, parce que vous savez que entre le recrutement de Seedorf et son limogeage, il y a 2 ministres qui se sont interchangés. Ça veut dire que le ministre qui avait recruté Seedorf, entre parenthèses, c'est pas lui qui le limoge. Donc peut-être déjà il y a un problème de feeling. Peut-être même moi, les combis en arrivant, n'avaient pas de feeling avec Clarence Seedorf au point où il a tendu la petite bête pour pouvoir le limoger. Parce que c'est pas, et je parle de moi les combis, mais ce n'est pas une affaire, une spécialité de moi les combis, c'est une spécialité camerounaise. Le recrutement ou la gestion des entraîneurs n'a jamais été quelque chose, n'a jamais suivi une véritable logique. Parce que vous vous souvenez peut-être qu'en 82, c'est le Yougoslave Zutic qui nous qualifie pour le mondial et c'est Jean-Vincent qui va au mondial. On a vu ça avec Feu Léonard qui nous qualifie pour le mondial en 94 et c'est Henri Michel qui va diriger l'équipe au mondial. Même chose en 98, pendant que Manga Onguene qualifie les Lions, c'est Claude Leroy qui va au mondial. Donc les entraîneurs au Cameroun où les recrutements et les licenciements n'ont jamais obéi à une véritable logique. Et c'est à ça qu'il faut penser aujourd'hui. Au lieu de toujours limoger les entraîneurs à tout vent, il faut penser à créer une véritable politique. Comment recruter un entraîneur? Quel objectif réaliste lui assigner, au lieu de recruter les entraîneurs au faciès ou au sentiment et après les limoger comme ça juste pour faire plaisir à certaines personnes ou à une partie de la population. Alors, on a été rejoint dans ce plateau par Jean-Marcel Itiga, qui est journaliste, mais également qui est dans le syndicat des
footballeur du Cameroun, le Sinafop, qui est donc là ce soir. Et avec lui, on parlera justement de cette problématique, de ce limogeage inattendu, si je peux me permettre ainsi, de Patrick Kluivert et de Clarence Seedorf, entraîneur principal et puis adjoint d'autre part. Première réaction à l'issue de cette information qui nous est tombée hier comme une espèce de couperet, si on peut le permettre aussi. Oui, merci Frédéric. Je tiens d'abord à présenter mes excuses aux téléspectateurs de la télévision du Monde pour ce retard qui n'est pas dû au mépris ou alors le refus d'être là à temps. Il pleut des cordes à Douala et nous on est piétons et c'est pas évident de partir de l'autre bout de la ville pour ici. Par respect pour ces téléspectateurs, il fallait qu'on se demande pour être là. L'essentiel c'est qu'on soit là. Alors cela dit, c'est pas une surprise en tant que tel parce que le ministre des Sports, le professeur Narcisse Mouelé-Kombi, avait déjà jeté le pavé dans la mare dans l'émission Présidence Actu de nos confrères de la télévision publique le lundi soir. Il avait dit qu'il ne voyait pas comment on allait garder Clarence Seedorf, qui avait signé un contrat d'1 an renouvelable. Il l'a signé en août 2018, on est en juillet, ça fait 1 an. Et il n'a pas respecté certaines clauses du contrat au-delà du développement technique, des carences techniques développées par le ministre des Sports. Il n'y a que dans ce contrat, il était bien mentionné en noir et blanc que Seedorf devait résider au Cameroun. Il ne l'a pas fait. Qu'il devait apporter l'assistance technique et professionnelle nécessaire aux sélections inférieures. Il ne l'a pas fait. Et qu'il devait par ailleurs atteindre au moins les demi-finales de la CAN. Il ne l'a pas fait. Ça fait que ça fait beaucoup de manquements si maintenant on ajoute les atémoignements technico-tactiques énumérés par le ministre lors de sa sortie. Et ailleurs, c'est normal, après une compétition foireuse, parce qu'elle est foireuse, le minimum qu'on attend d'une équipe du Cameroun qui est 5 fois champion d'Afrique, c'est au moins les demi-finales d'une CAN, quel que soit l'entraîneur qui est à la tête. Alors, donc, ailleurs, quand l'expédition est foireuse, on démissionne. On a vu en Égypte, après l'élimination, l'échec en 8e de finale, le président de la fédération camerounaise a démissionné. Non, tout le monde. La fédération égyptienne. Oui, égyptienne, voilà, autant pour moi, merci. Il a démissionné tout le monde et après lui-même, il a rendu son tablier. C'est comme ça que ça se fait. Chez nous, ça sonne comme une surprise. Eh bien, le ministre était dans ce rôle, comme je l'ai dit chez d'autres confrères. Mais ce n'est pas finalement un bouc émissaire qu'on trouvait en Clarence Seedorf et en Patrick Kluivert pour justifier ces manquements, ce raté de cette Coupe d'Afrique des Nations où les Camerounais, pour ne l'avoir pas organisé, espéraient tout de même être encore en compétition puisque la finale va se jouer ce vendredi. Bouc émissaire, je dis non, parce que lorsqu'une équipe en sport collectif perd, le principal responsable, c'est le technicien en chef. Donc c'est l'entraîneur en chef qui doit soit rendre son tablier, soit alors expliquer les raisons pour lesquelles il n'a pas pu atteindre les objectifs à lui assigner. Et maintenant, ensemble, on tire les conclusions, soit on le garde, soit on ne le garde pas. On a vu avec Joachim Löw en Allemagne, les Allemands champions du monde sont sortis au premier tour, mais la Fédération allemande de football a décidé de le garder parce qu'on est dans un projet et avec une direction technique nationale très puissante, une philosophie de football qui va de la base vers le sommet, dont on le garde parce qu'il cadre avec cette philosophie et on considère ça comme une erreur de parcours ou alors un accident de parcours. Mais chez nous, la première chose, c'est qu'il y a eu du mépris. Déjà, à partir du recrutement même de Clarence Seedorf, il ne figurait sur aucune shortlist. Et en entrant en studio, j'ai suivi l'un des panélistes énumérer des manquements, que ce soit dans le management de nos staffs techniques, que ce soit dans le recrutement. Il n'était pas sur la shortlist. En fait, il est parti comme il est venu, avec des réseaux un peu tordus. Maintenant, ailleurs, quand on finit une compétition, on dresse un bilan technique, administratif et financier. On l'a fait uniquement au Cameroun une seule fois, c'était en 2002. Sous l'ère IA avec les David Maïbi et tous les autres. Quand on a eu l'expédition foireuse à la Coupe du Monde 2002, ils sont rentrés en direct à la télévision publique, à CRTV. Ils ont fait un bilan.
technique, administratif et financier. Mais maintenant, derrière, est-ce qu'on a tiré les leçons? Soit. Je prends un exemple et je vais juste fermer ça derrière. En 1994, lorsque l'Allemagne rend une expédition foireuse au mondial américain, en passant, ils ont fini quart de finaliste. Vous comprenez que pour eux, il faut au moins faire le... Voilà. Alors, ils comprennent que le modèle allemand ne tient plus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent les leçons, ils convoquent. Tous les entraîneurs allemands, ils le font deux fois par an. Tous les 2 ans, ils le font. Et en 1994, ils le font. Tous ceux qui ont été formés à l'école allemande comme entraîneurs ont été convoqués pour analyser, disséquer la Coupe du Monde. Non seulement la performance de la Mannschaft, mais aussi pourquoi est-ce que les autres ont réussi. Après, ils ont dit, bon, ok, il faut changer leur formation. Ils sont allés copier le modèle français de la formation, qui était basé sur la technique individuelle et collective. Et puis, ça a commencé à porter des fruits. 2002, 96, ils gagnent l'Euro, mais avec des joueurs vieillissants, les Klinsmann et autres. 2002, ils sont finalistes chez eux en Coupe du Monde, en Corée et Japon, mais ils perdent. Et puis ils se disent, il faut autre chose. Ils vont donc à l'école espagnole pour trouver la vitesse dans le jeu, vitesse d'exécution, pas vitesse de pointe. C'est-à-dire penser vite, faire vite la passe, enchaîner les enchaînements, puisque la technique y était déjà avec le modèle français. Ils copient le modèle espagnol et ça porte des fruits. En 2014, ils sont champions du monde. Donc, puisque derrière ça pousse, malgré l'échec en 2018, on ne limoge pas le sélectionneur qui est là depuis 2006. Il est adjoint de Jürgen Klinsmann. On va arriver à tout cela tout à l'heure. Mais maintenant, bouc émissaire, je dis non. L'entraîneur en chef est démis. Il sera bouc émissaire si derrière le reste ne suit pas. Le reste, c'est quoi? Il faut faire un bilan exhaustif. Domaine par domaine. Le domaine technique, le ministre s'est essayé, mais ce n'est pas son rôle. C'est la direction technique nationale. Mais il a abordé le technico, l'aspect technique, ça veut dire que certainement les cadres du ministère ont donné la matière. Oui, ont donné la matière. Et aussi, ça sautait à l'œil quand même. Parce qu'avec une équipe qui joue 4 matchs lors d'une compétition avec 4 équipes différentes, c'est qu'il y a un problème sur le plan technique. On n'essaye pas les joueurs à ce niveau-là. On ne donne pas... Généralement, une compétition comme la CAN se gagne à 19-18. Donc, si ça s'arrêtait là, on va crier donc au bouc émissaire, comme cela, ça s'est toujours fait dans le passé. Mais maintenant, il faut aller loin. Il faut crever l'abcès, l'épurer, soigner la plaie, jusqu'à ce qu'elle cicatrise. D'accord. Et pour faire cela, il faut ratisser l'âge, il faut aller vers ceux qui ont écrit les lettres de noblesse de ce football, ceux qui ont l'expertise nécessaire, et Dieu sait que le Cameroun en regorge. Et là, quand on finit de consulter, on met donc à profit les informations reçues pour véritablement mettre sur pied quelque chose de durable. Alors, il faut mettre quelque chose de durable, on va certainement y arriver. On va faire le tour du contrat de Clarence Seedorf et de Patrick Kluivert. Un contrat d'1 an renouvelable ou un contrat de 4 ans. Finalement, on est dans une espèce d'imbroglio. On ne sait plus exactement dans quel sillage ou sillon se positionner. Vous savez, la communication même du football camerounais est très compliquée. Parce que lorsqu'on parle même de la dernière fois, pendant la CAN Jeune Afrique a sorti des chiffres sur les salaires des entraîneurs. Mirobolant des entraîneurs africains. En disant que Seedorf était le deuxième avec 62 millions d'euros par mois. La fédération est sortie pour dire que les chiffres de Jeune Afrique étaient faux. Mais après, on n'a pas donné les vrais chiffres, ceux de l'Africa Foot. Ça veut dire qu'il y a toujours un souci avec la communication. Je ne sais pas si c'est pensé ou alors c'est fait de façon... comment je vais dire ça? Exprès, je ne sais pas. Mais je pense quand même que lorsqu'on engage quelqu'un, lorsque vous avez un contrat avec quelqu'un, si la personne est en train de s'écarter des consignes, ça veut dire quoi? La directive qui ont été données dans le contrat, il y a des mises à l'ordre. Donc on te rappelle à l'ordre, il y a des rappels à l'ordre qu'on fait. Est-ce que Seedorf a été rappelé à l'ordre? Combien de fois? Ou alors c'est 2 poids 2 mesures? Ça veut dire que parce que le ministre n'était pas là lorsque on recrutait Seedorf, alors il n'a rien à dire à Seedorf. Il a trouvé des gens installés avec un système bloqué. Il attend juste parce que lui, il a le veto, il a la décision finale. Ça veut dire quoi? Dès qu'il a assez d'éléments pour pouvoir dégager l'entraîneur, il le dégage parce qu'il sait qu'il n'a pas le canal requis pour pouvoir discuter avec Seedorf, pour pouvoir rappeler Seedorf à l'ordre, parce que M. Etiga a parlé tout à l'heure des détails du contrat de Seedorf qui était de donner un coup de main aux sélections inférieures. Est-ce que pendant qu'il ne le faisait pas, il était rappelé à l'ordre de résider au Cameroun, ce qu'il n'a jamais fait? Est-ce qu'il a eu
Est-ce qu'il a été interpellé dessus combien de fois? Puisqu'on l'a toujours dit plusieurs fois, on le voyait à Rome, à Madrid, par-ci, par-là, se balader, on demandait qu'est-ce qu'il fait. Un jour, il allait rencontrer un jour, un autre, il allait se balader, il allait à une fête. On se demandait bien si il avait l'obligation d'être au Cameroun, mais pourtant, c'est bien clair qu'il avait l'obligation. Mais est-ce qu'on lui a dit que M. Seedorf, attention, ceci, cela, je ne pense pas. Pourquoi? Peut-être parce que le ministre s'est dit que ce n'était pas dans ses cordes, peut-être c'est à la fédération. Quand on sait quelles sont les affinités de la fédération avec le clan, entre parenthèses, Seedorf, on se dit peut-être que cela n'avait pas la force ou bien le pouvoir de dire à Seedorf, tiens-toi tranquille, ceci, cela. On a dit peut-être, il a, comme on dit chez nous, le parapluie et les godasses pour faire cela. Et voilà pourquoi le ministre, qui n'a pas eu le temps de rappeler Seedorf à l'ordre, a juste fait tomber la décision finale qui était de licencier Seedorf, puisque les objectifs qui étaient assignés n'ont pas été remplis. Alors, est-ce que l'environnement, même au sein de la tanière, est un environnement à pouvoir produire des résultats probants, des résultats que ferait l'unanimité, déjà au niveau de la tanière même, au niveau de la Fédération camerounaise de football, au niveau du ministère, et puis sur l'ensemble du pays? Il faut rappeler que près de 22 millions de Camerounais, ça fait 22 millions de coachs. Oui, ça c'est une question pertinente. Et vous voyez, quand on a remporté la CAN en 2017, donc tout le monde était convaincu qu'on a eu une équipe qui était apurée de ces démons et qu'on avait une équipe où il y a de la cohésion, un esprit positif, etc. Il y avait des problèmes de capitanat qui avaient été réglés, etc. Moi, j'ai été surpris que Clarence Seedorf déclare que quand il arrive au Cameroun, il y avait plein de problèmes dans l'équipe. Je dis ça parce que, et il n'a peut-être pas tort, mais moi, ça m'a surpris. Pour dire qu'en réalité, finalement, c'est très difficile de savoir ce qui se passe exactement dans cette équipe. Vous voyez, même quand vous avez l'impression que les choses vont bien, vous voyez, après, vous découvrez qu'il y avait quelque chose qui était en train de pourrir. Moi, j'ai regardé encore, c'était sur une chaîne de télé, quand le Cameroun allait jouer contre le Ghana, je crois, ou bien le Bénin, et on dit, ben, voilà des gens, on voit les joueurs qui vont au stade, et on dit, ben, voilà une équipe de camarades, d'amis, tout y est, tout est parfait, les gars s'entendent bien et tout. Maintenant, on nous dit qu'en fait, il y a des problèmes à l'intérieur, donc c'est très difficile. C'est un monde assez difficile à lire de l'extérieur. Moi, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Peut-être que notre ami va nous en dire un peu, mais c'est très difficile, vous voyez, parce que quand on allait à la CAN 2017, on est reparti de là avec la conviction qu'on avait une équipe. Et puis voilà, Seedorf arrive, premier regroupement, il n'appelle pas le capitaine Mukandio, il n'appelle pas... il les avait classés de joueurs de seconde zone. Il les a... Bassogor. Moi, à ce moment-là, je lui... Cette année était une déception. Moi, à ce moment-là, je ne lui fais pas un procès, honnêtement, malgré tout ce que j'ai pu entendre. Je ne lui fais pas un procès parce qu'il a une philosophie, peut-être il veut essayer d'autres. Mais ça, aujourd'hui, on lui cherche encore des poules là-dessus. Et par la suite, Bassogor est revenu quand même. Il joue avec en ce un moment. gros titre foncé. Vous voyez. Et aujourd'hui, je lis encore, j'entends encore dire que voilà, Seedorf à peine arrivé, il a écarté Mukandio, voilà les problèmes, etc. Donc c'est très difficile de lire ce qui se passe là-dedans. Moi, ce que je pense, c'est que après une compétition comme celle-là, d'abord, je trouve qu'on est allé vite en besogne. Parce qu'un entraîneur, un staff technique à qui on a payé 1 an. On a un exemple à côté. On n'a pas eu le temps de digérer la défaite, par exemple, en Égypte, pays organisateur, que le président de la fédération a pris sur lui de démissionner. L'entraîneur a pris sur lui de démissionner. Donc, on peut se dire que finalement, quand on fait de mauvais résultats, on démissionne aussi. Moi ce n'est pas le spectacle ou bien les effets que je cherche. Je cherche des actions pertinentes. Des actions pertinentes. Il me semble qu'après une campagne comme la CAN, on doit faire un bilan effectivement. Et que l'entraîneur est l'un des contributeurs de ce bilan. Vous voyez? Quand les choses se passent normalement, l'entraîneur vient ici, on fait un bilan avec lui. Même si on va s'en séparer, on fait un bilan avec lui. Il a des choses à nous dire, l'entraîneur. Donc maintenant, on le limoge et dans la foulée, il ne peut plus rien nous dire. Je suis convaincu qu'il a des choses à nous dire. Même s'il n'est pas blanc comme neige, même s'il est fautif, il a des choses à nous dire. Il a été le sélectionneur pendant 9, 10, 11 mois et il a mené une campagne avec les Lions Indomptables. Il est allé au regroupement, au Qatar, etc., en Espagne. Il a mené la compétition jusqu'à... Il a des choses à nous dire. Mais là, oui, on ne va pas capitaliser dessus. Et pour moi, je trouve que c'est un problème. Alors, donc, autant je trouve que
autant je trouve que le coach partit sur la pointe des pieds. C'est un problème. Il est parti sur la pointe des pieds, il n'est même pas revenu par le Cameroun. Autant je trouve aussi que le débarquer avant que ce ne soit c'était pas nécessaire, on lui a payé 1 an. Il y a du mou dans ces 1 an. Et on aurait pu continuer. Il y a du mou dans ces 1 an. Mais en même temps, lorsqu'on part à la Coupe d'Afrique des Nations, on ne part pas blanc comme neige. On part avec tout un remue-ménage dans les valises des Lions Indomptables, dont l'avion qui accompagne les poulains de Clarence Seedorf jusqu'en Égypte. Oui, c'est visible comme le nez sur un visage. D'ailleurs, depuis l'échec, certains Camerounais rencontrés dans la rue ont du mal à digérer cette, on va dire quoi, cette querelle qui était née à la veille du départ autour des primes. On s'en souvient, alors qu'à côté, on a les volleyeuses qui, elles, n'ont pas eu la querelle des primes, mais qui ont remporté une très belle victoire toujours en Égypte. Oui, je reviens sur cette affaire des primes. Je veux ouvrir une parenthèse que je veux rapidement fermer. Pour connaître la vie d'un groupe, il faut vivre cela de l'intérieur. Alors, le frère, monsieur Mungou. Voilà, ok. Il disait tout à l'heure que l'impression qu'il a eue de l'expédition de 2017 au Gabon, c'est qu'il n'y avait pas le problème dans la tanière. Nous, on a vécu ça de l'intérieur. J'ai cette chance-là d'avoir vécu de l'intérieur parce que responsable, chef département de communication du SINAFOC, on y était avec le président du SINAFOC, Jérémy Soren-Djitap, et le président d'honneur, son Excellence Albert Roger Mila, ainsi que Bill Chateau. Ce qu'on n'a pas dit aux Camerounais, ou alors ce qu'on n'a pas assez relayé, il y avait des problèmes de capitanat, de frustration, raison pour lesquelles nous, le soir de la finale, quand les Lions ont quitté le stade de l'Amitié d'Akonje pour leur hôtel, Nicolas Nkoulou nous a dit, nous qui étions là, on n'était pas assez nombreux. Je mets un terme à ma carrière en sélection, mais s'il vous plaît, n'en parle pas, je prendrai le temps, laissez-nous festoyer, jouir de tout cela, et puis après, je vais annoncer cela. Pourquoi Nico? Il dit simplement parce qu'on a passé le temps à me frustrer chez les Lions. On ne me respecte pas. Donc il y avait des problèmes. Mais comment on a surmonté ces problèmes? C'est là où on n'a pas dit la vérité aux Camerounais. C'est que les trois que j'ai cités, son Excellence Albert Roger Mila, Jérémy Soren-Djitap et Bill Chateau, étaient aux côtés de leurs jeunes frères en termes de conseils, de gestion des crises. Je vous dis, si les deux joueurs que je vais citer là, Nicolas Nkoulou et Vincent Aboubakar, avaient un égo surdimensionné et n'écoutaient pas ses aînés, les trois que je viens de citer, ce vestiaire allait voler en éclats et on n'aurait pas eu ce qu'on a eu. Et aussi Benjamin Mukanjo, qui lui, malgré qu'il portait le brassard, est resté humble et a dit lors d'une réunion, ce n'est pas un secret, je ne ferai rien sans Nico. Nico pour Nicolas Nkoulou. Oui, tout à fait. Ouais. Et là, le symbole de ça, c'est le trophée qu'il va recevoir. On lui dit, le protocole lui dit, le président de la CAF, Issa Hatou lui dit, c'est toi. Il dit non, je fais avec lui. Vous voyez, ça on n'a jamais assez relayé. Lors des séances d'entraînement, les trois étaient Roger Mila. Est-ce que vous voulez nous dire que cette expédition n'a pas connu ça? Pourtant, on avait un monsieur de charisme qui s'appelle Clarence Seedorf, un autre qui s'appelle Patrick Kluivert. Cette expédition n'a pas connu cela. Clarence Seedorf et Kluivert ne connaissent pas le football camerounais. Je l'avais dit, dans ce staff, même les Camerounais qui étaient dans ce staff, à l'exception... Oui, mais il y a Bill Chateau dans ce staff. Je dis bien, Bill Chateau n'est pas dans le domaine technique, c'est un administratif. Il est un petit coordonnateur général des équipes nationales. Ouais. Et puis, Olembe est team manager. Il n'interfère pas forcément dans le domaine technique. Ouais. Maintenant, à côté, ceux qui sont dans le domaine technique, en dehors d'Alium Boka, qui est resté, qui vit au Cameroun, qui connaît la réalité parce qu'il a vécu en tant que joueur, et il réside au Cameroun, le premier adjoint camerounais de ce duo Kluivert et Seedorf Kluivert s'appelle Joël Epade. Il ne vit pas au Cameroun. Il vit ça à distance. Il a été Lion Indomptable, mais il ne vit pas au Cameroun. Je l'avais dit, il fallait un entraîneur capé pour être à côté de cela. Maintenant, les Lions sont allés. Les problèmes ressurgissent parce qu'il manquait des hommes pour gérer le groupe. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas d'hommes autour d'eux. Non, quand ils ont dit clairement dans leur communiqué, ils ne voulaient pas les administratifs, les politiques. Je vais vous dire une chose, moi je travaille pour le syndicat, je suis employé.
Mais quand on fait les descentes dans les clubs, vous pensez que moi, Itiga, j'ai beau être éloquent, c'est ce qu'on me dit, hein, et je l'accepte modestement. Vous pensez que mon discours dans un vestiaire au devant des footballeurs peut passer plus que celui de Lucien Mutombo ou de Vincent Ongandi ou de Jérémy Djitap? Non. Dans un vestiaire, il y a des codes. Celui qui a fait le vestiaire à un très haut niveau, quand il parle aux autres, ça se passe plus facilement. Mila, je vous rappelle, Mila, Jérémy et Bill, au Gabon, il leur disait des choses simples. Vous jouez une nation du Maghreb, voici comment on les aborde. Simplement, sur le plan mental, sur le plan psychologique, sur le plan technique. Vous vous rendez compte que parfois, Jérémy demandait aux gars d'arrêter, parce que c'était avec l'accord de l'entraîneur. Quand l'entraînement finit, il dit à Benjo, ou bien pendant l'entraînement, il hurle, ils sont sur le banc de touche. Benjo, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Quand il y a un ballon, centre comme ceci, entre des petits détails, mais qui servaient au match. D'accord. Donc, maintenant, quand j'ai fini de dire ça, on revient sur la polémique. La polémique d'avant Cannes, pour parler des primes. Je vais vous dire une chose. Si demain, un joueur comme Ndip Tambe, ou alors Gaspard Aloma, ou je vais dire quoi, Vincent Ongandi, ou encore Ngom Kome, raser les murs, les Camerounais seront les premiers à se moquer d'eux, qu'ils ont fait carrière, ils n'ont pas pu. Le football, ceux qui jouent au football, les footballeurs sont dotés d'un talent particulier. Et ce talent particulier doit rapporter de l'argent. Oui, mais ça rapporte de l'argent. Donc, ils ont... Quand des footballeurs disent, ils n'ont rien, le gouvernement a toujours, l'État du Cameroun a toujours respecté ses engagements. Je me souviens, dans une autre vie, un footballeur de renom, un très grand footballeur camerounais, africain et mondial, il a dit, la Fédération camerounaise de football, l'État du Cameroun n'a pas besoin de mettre de l'argent à l'équipe nationale pour la gestion de l'équipe nationale, parce que nous les footballeurs, c'est ce footballeur qui parlait à cette époque-là, nous les footballeurs, grâce à nos pieds, nous rapportons beaucoup pour la FECAFOOT et cet argent est à même de gérer l'équipe nationale et qu'elle s'autofinance, cette fédération, dans la gestion de ces équipes nationales. Mais ça, comme disent les enfants au quartier, c'est une autre époque, parce qu'aujourd'hui, ce footballeur nous tient un autre discours. Donc, quand les Lions vont à une CAN, au-delà de ce que l'État du Cameroun met à la disposition, ce qu'ils font est louable et énorme. La Fédération camerounaise de football doit jouer sa partition. Il y a les primes de top sponsors. Quand on se qualifie pour une CAN, les top sponsors, l'équipementier, les téléphonies mobiles, les brasseurs qui appuient les Lions, versent une prime de qualification à cette CAN-là. Le footballeur doit percevoir sa part. Quand on va à la CAN, la CAF verse la prime de participation. Et après, la prime en fonction du niveau de performance. Ailleurs, en Coupe du Monde, vous savez comment la France, par exemple, pour prendre cet exemple, résout ce problème. Pour chuter. On remet, les Français ont dit, on vous remet, vous les footballeurs, 30% de tout ce que ça rapporte. Au Cameroun, il y a un décret qui a réglementé l'affaire des primes. On dit minimum 3 mois avant. 3 mois avant, on est toujours en train de tergiverser. On arrive à Madrid, les joueurs posent le problème. Et derrière, on leur dit on va résoudre, on ne résout rien. Parce que chez nous, on aime quand il y a le flou. Parce que c'est là où on tire les marrons du feu et chacun s'enrichit. D'accord. Au détriment des footballeurs. Comme pour dire que finalement... C'est le syndicaliste qui parle. C'est le Camerounais d'abord qui parle parce que ce sont les faits. D'accord. D'année après année, l'affaire des primes ressurgit toujours. Justement, alors, est-ce qu'on n'est pas finalement en train de retomber dans les mêmes travers? Hugo Bros a été débarqué champion d'Afrique en titre. Aujourd'hui, Clarence Seedorf est débarqué. Il n'est pas champion d'Afrique en titre, mais il a 10 rencontres avec lui. Il n'a peut-être pas les meilleures performances, mais il reste qu'il n'est plus à la tête de cette sélection nationale. Oui, quand on sait les défis qu'attend le Cameroun, on se demande bien où est-ce qu'on va. Est-ce qu'il y a une certaine traçabilité? Est-ce qu'il y a une volonté de mal faire? Ou il faut seulement débarquer les gens pour débarquer et recruter d'autres? Parce que M. Etiga parlait tout à l'heure de la gestion de cette équipe. On vous a dit que il vous a cité les exemples, je vous ai cité les mêmes exemples avant où ça se fait de mieux. Il y a une politique qu'on met sur pied et l'entraîneur n'est que le dernier maillon. Ce n'est pas l'entraîneur qui crée l'équipe de football. La sélection d'un joueur ne surprend plus. Mais l'entraîneur est le chef d'orchestre d'une équipe de football. Oui, mais il met sur pied une politique qui est bien. C'est un peu comme vous voyez souvent dans des ministères.
Le ministre peut être un maçon. Vous le En mettez fait, ministre. très rapidement, pour mettre de l'eau à ton moulin, ceux qui pensent le football de façon globale dans un pays ou c'est d'une fédération, c'est la direction C'est la technique direction nationale. technique nationale. Elle pense la philosophie. Voici comment on veut jouer. Parce que nous avons des joueurs qui ont ce profil. Et depuis là-bas, c'est comme ça qu'on forme. organise les choses. Et puis, on a au moins un ou deux clubs qui nous servent de clubs témoins. Oui, oui, qui sont en les Allemagne, clubs. c'est le Bayern et Dortmund. C'est les clubs phares. C'est-à-dire qu'en Espagne, c'est le Real Et le Barça. et le Barça. En Italie, à une époque, c'était la Juve et Milan. Vous voyez. En Angleterre, il y a un peu plus des clubs ancrés de culture anglaise qui font dans la philosophie. Liverpool, D'accord. par exemple. Chez nous, c'est pas pensé. Et lorsqu'on recrute un entraîneur, on lui demande des résultats alors qu'en amont, le travail n'est pas fait. Oui. C'est ce que je disais que il y a une direction technique qui n'a jamais existé au Mais Cameroun. pourtant, il y a un directeur technique. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la télé comme toi et moi et dès qu'il voit un nom qui a une consonance camerounaise, il voit un Itiga. Il dit Itiga, c'est un nom camerounais, oui. Après, on parle de recrutement, on dit que non, c'est un Congolais, c'est un homonyme d'un père qui était ami du Congo. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Rien n'est pensé. Si c'était pensé, on ne pourrait pas démissionner Seedorf. Et même dans la procédure, il y a un manque de communication. Ce n'est pas le ministre qui informe. Je suis sûr que Seedorf a appris son limogeage comme toi et moi sur un communiqué. Ça veut dire quoi? Au retour d'une expédition telle que l'expédition égyptienne, il est quand même normal que le ministre, un temps soit peu, s'entretienne avec les autorités. Oui, mais où est passé Seedorf? Seedorf a un contrat, je l'ai dit tout à l'heure que... Après, non, parti du Cameroun, non, non. c'était une délégation officielle. Merci Sinon, beaucoup. devait rentrer au pays. C'est ce que j'ai dit, donc que Seedorf a un contrat avec le... Non, vous allez sur le contrat. Nous sommes sur les faits. La Non, réalité, laissez-moi parler, ils sont partis Tu du me Cameroun. laisses pas chuter. Je vous allez chuter. Ils sont partis du Cameroun en délégation officielle pour Alexandrie en Égypte, Ismaïla. à Ismaïla, pardon, avec toute la cacophonie qu'on connaissait. Mais lorsqu'on est éliminé, on rentre en pièces détachées, chacun qui va. Koundé Malon qui revient, Choupo-Moting qui rentre à Paris. Je voulais chuter en disant que... Il est où le sélectionneur national? Ce n'est pas le chef de la délégation, Seedorf. Mais c'est le patron de l'équipe. Hein? Il y a un chef de C'est délégation le patron de qui l'équipe. a pris sur lui d'amener une équipe en Égypte et qui est rentré seul. Mais pourquoi c'est Seedorf qui paye les frais? Est-ce qu'on a déjà dit ça? Qui s'adresse à Seedorf au Cameroun? Qui a le droit de parler à Seedorf? Parce qu'aujourd'hui, on dit bien que Qui paye le salaire des Seedorf? Seedorf, c'est le président de la FECAFOOT, c'est la FECAFOOT. Non, c'est l'État du Cameroun. C'est l'État du Cameroun. Oui. Ok. Est-ce que l'État du Cameroun, c'est le ministre qui était le chef de délégation pour aller en Égypte? Oui. Il est rentré dans quelles conditions et a laissé l'équipe? Quelles sont les directives qu'il a laissées pour que les gens rentrent? Pour qu'aujourd'hui on se retrouve avec des gens qui rentrent en pièces Mais détachées? on constate toujours que lorsqu'on a perdu une compétition comme celle de la CAN, on rentre toujours en pièces Ça veut détachées. dire qu'il n'y a pas de réelle politique dans ce sens-là. C'est pour ça que le ministre a agi comme il a agi. Ça veut dire quoi? Il rentre dans son bureau, il est mécontent du résultat, il prend Non, une le ministre est décision. dans son rôle. Oui. En passant, ce n'est pas le ministre qui a démis Seedorf. Non, Le ministre dit clairement, j'en ai parlé au président de la fédération en lui disant... Ça veut dire si, ce que ça si, veut si, dire. si, Ça veut si. dire ce que ça veut Mais dire. c'est pas le ministre Mais ça qui a veut démis. dire que monsieur le Parce président que le prenait nos ministre aurait démissionné responsabilités. Seedorf, que ça aurait été de la Et gérance. derrière, la Fédération camerounaise de football a pris ses responsabilités, sauf que là où vraiment, moi j'ai un problème, c'est que la délégation officielle devait revenir au Cameroun, donc l'entraîneur en chef également Oui. devait revenir au Cameroun, il ne l'a pas fait, c'est un manque de respect pour le peuple camerounais. Comme il a passé son temps à nous manquer de respect en publiant des listes à distance et sans jamais venir expliquer à la presse et à l'opinion nationale ses choix. Derrière également, le président de la Fédération camerounaise de football, si le limogeage de Seedorf à partir du Caire où il attend l'Assemblée générale de la CAF, il serait rentré et prendre des décisions ici avant de repartir. Ça aussi, c'est un manque de respect. Merci à vous. Monsieur Mungou, est-ce qu'on n'est pas en train de retomber dans les mêmes travers? Absolument, on retombe dans les mêmes travaux. On n'apprend pas malheureusement de nos erreurs, de nos manquements. Je suis Léandre. Léandre. Je suis Léandre. Parce qu'il dit c'est comme si on cultive le mal faire. Donc on veut faire mal, on continue à faire mal. Moi je pense qu'on aurait pu, même si les problèmes se posent, on les prend déjà d'une manière qui donne l'impression qu'on veut vraiment aller devant, on veut vraiment les résoudre. Je trouve que la décision de limoger le coach est trop hâtive. Moi je ne trouve pas que le coach aurait dû, le ministre serait rentré ici, prendre la décision et repartir. Le président a fait CAF. Il terminait sa compétition, il revenait, on faisait un bilan. Et j'insiste pour dire que normalement, l'entraîneur
est partie prenante de ce bilan. Il a des choses à dire dans ce bilan. Il n'est pas venu au Cameroun. Oui, mais il n'est pas venu au Cameroun. Le président de l'Africa Foot n'est pas venu non plus. Même ses choix, il n'a jamais Le expliqué. président de la fédération, c'est le patron. Vous ne ferez pas le procès du patron non plus. Je crois que Vous êtes employeur. je crois qu'il faut regarder devant maintenant. Il faut regarder devant maintenant. Que faire? Pour tirer les vrais il faut tirer les leçons leçons de cet maintenant. échec. Il faut tirer les leçons. Mais la manière dont... Les vrais. Vous savez, au-delà de ce que peut être l'incompétence du coach et tout ça, je pense que nous-mêmes, on n'a pas été compétents, on n'a pas démontré de la compétence à gérer déjà à le recruter, le gérer. Ouais. Comme disait Léandre, Oui. pendant que le coach ne respectait pas les clauses de son contrat, résider ici, etc., envoyer des listes étant à l'étranger, est-ce qu'on le rappelait à l'ordre? Donc pour moi, ça ressemble quand même à... Et les informations fuitaient. Sidorf a dit qu'il a recruté, il a sélectionné 30 joueurs. Sidorf a dit qu'il a sélectionné 23 joueurs. Et après, on voit Sidorf avec un groupe De 40 Sidorf. joueurs. de 40 joueurs. Sidorf Sidorf ne dit- s'explique pas. Sidorf dit, pour sa première conférence, pour expliquer et justifier Les non-sélections. l'absence des joueurs camerounais évoluant en Chine, il dit, je ne vais pas convoquer en sélection les gens qui jouent dans des championnats exotiques. Et pour parler de ceux qui jouent au pays, il dit, jusqu'ici, s'il y avait un seul joueur évoluant au Cameroun, à même de jouer en sélection, il ne serait plus au Cameroun. Mais sauf que 48 heures après, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football signe une convocation d'un joueur qui joue, qui évoluait à l'époque en 3e division, donc en Qui est division même blessé. départementale du Vouri, qui revenait de France, opéré donc convalescent. On le convoque en sélection nationale. Alors, on va ça veut prendre- dire que Sidorf même n'avait pas la même mise sur l'équipe. Je l'ai longtemps dit, mais sauf que Sidorf démentait ce que moi je disais. Oui, Il disait, il a la même mise sur tout. Il gère le tout. groupe vit bien. Mais D'accord. aujourd'hui, L'histoire peut-être vous donne raison aussi. Voilà. Alors, on va prendre ces quelques SMS. Bonsoir le plateau. Je propose comme entraîneur un Camerounais de la trame, de Bel Joseph Antoine. Avec lui, nous sommes sûrs que des forces extérieures comme... Il y a un nom qui est cité, j'ai pas envie de le prononcer, Samuel Eto'o, ne pourront pas venir faire des propositions de joueurs au seul motif que la sœur de X ou Y joueur aurait fait des enfants avec la sœur ou le frère de Z, membre de la Fédération camerounaise de football, Gilbert de Bonaberry, qui nous envoie son SMS ce soir. Bonsoir, le plateau. Le Cameroun est le seul pays au monde, où quand l'équipe est éliminée, tout le monde est responsable, sauf les joueurs eux-mêmes. Yaya Banana rate une relance facile qui nous coûte un but et personne n'en parle. Les joueurs sont médiocres et l'actualité sur les transferts nous prouve que les Camerounais sont des joueurs de seconde zone. Arthur de Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun. Et puis cet autre SMS qui nous est parvenu dans notre contrôle ce soir. Alors, bonsoir à vous sur le plateau. Pourquoi à chaque fois limoger un entraîneur de l'équipe nationale camerounaise après une défaite d'une compétition phare comme la CAN? Pourquoi ne pas faire confiance à nos propres sélectionneurs comme c'est le cas au Sénégal avec Aliou Cissé qui est là depuis longtemps, signé Catherine Dongo à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Madame Karl Nana nous écrit ce soir, bonsoir à tous, particulièrement à Monsieur Léandre Nzié. D'aucuns pensent que Clarence Sidorf n'avait pas de personnalité et n'était pas indépendant. C'est amusant. Quel entraîneur au Cameroun a eu de la personnalité après l'époque de Samuel? Aucune personne n'a été bon. On les vit pour diverses raisons, aussi fallacieuses ou farfelues les unes les autres. Nous savons tous qui est le chef d'orchestre de l'autre revirement de situation dans la tanière des Lions Indomptables, que ce dernier arrête de tourner autour des Lions Indomptables du Cameroun et arrête également de foutre la pagaille dans la tanière. Le limogeage de Clarence Sidorf n'est qu'une farce. Que le ministre agisse, oui, il faut aussi que les uns et les autres arrêtent de chercher les boucs émissaires chaque fois qu'on sort prématurément d'une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, M. Tiga, Clarence Sidorf avait un contrat
dûment signé un contrat, même si on est assez dubitatif sur les termes réels du contrat, parce qu'on est sur 1 an, on est sur 4 ans, mais il avait un contrat qui a été arrêté, stoppé net, sans crier gare. Est-ce à dire que Clarence Seedorf peut se retourner contre l'État du Cameroun? Ah ben, on a déjà perdu beaucoup d'argent suite au limogeage. Depuis 2010, avec le limogeage de Paul Le Guen à aujourd'hui, beaucoup de millions ont été dépensés par le Cameroun pour justement résoudre ce problème de limogeage. Mais maintenant, le ministre a été clair dans sa sortie en disant qu'il n'était plus possible qu'on reconduit cet entraîneur à son poste. Et puis, lorsque ça ressort, on nous dit clairement qu'il avait un contrat d'1 an renouvelable, mais n'ayant pas atteint les objectifs, on décide de ne plus renouveler. Si ça a été signé en août, 1 an plus tard, ça veut dire qu'en juin, il est en fin de contrat. Il est en fin de contrat. En juillet, autant pour moi, il est en fin de contrat. Maintenant, il y a un téléspectateur qui a dit que les joueurs ne sont pas bons. Je dis non. Avec ces mêmes joueurs-là, il est possible qu'un autre entraîneur gagne avec ces joueurs. Mais puisque Hugo Broos a gagné avec une équipe qu'on appelait une équipe de seconde zone. Quand certains joueurs, 7 ou 8 au total, ont refusé de déférer à la convocation pour diverses raisons, les autres sont venus. Bon, c'est ce qu'on a dit à l'opinion. Mais véritablement, le Cameroun a ceci de particulier que Dieu nous a doté de talent dans divers domaines. Maintenant, c'est mettre tout cela en musique qui fait problème. C'est comme très souvent on dit c'est une bénédiction satanique. Pour dire que vous avez des richesses, vous dormez sur l'or, mais vous êtes pauvre. Donc c'est un peu ça notre problème. Il faut une véritable politique de sport au Cameroun. Pas seulement au niveau du foot. Il faut une véritable politique. Et nous avons de bonnes lois. Si on prend seulement la loi de juillet 2018, qui se charge de l'organisation et la promotion du sport au Cameroun, tout ou presque sont confinés dans cette loi-là. Mais maintenant, c'est l'application qui fait défaut. La volonté. Si on prend par exemple l'affaire des primes, il y a un décret du chef de l'État qui encadre tout cela. C'est l'application qui fait problème. Hier, en Égypte, depuis l'Égypte, à travers les supports de la Fédé, le président de la Fédération camerounaise de football, après l'élimination des Lions, nous disait désormais ça va changer à partir de la prochaine Coupe du Monde de U17. Les joueurs seront appelés à signer. Mais il n'y avait pas déjà une espèce de... Ce que je dis donc, depuis longtemps, les sélections nationales ont un règlement intérieur. Depuis l'époque de Tokoto Jean-Pierre, ce règlement a seulement connu des modifications. Parce qu'à l'époque, c'était 5 000 francs. Puis après, c'est passé à 500 000. Tout cela est dans le règlement. On appelle ça la prime de présence. C'est dans le règlement intérieur. Donc il existe ce règlement. C'est surprenant que Seydou Mbodjoa, qui connaît les couloirs de cette fédération, lui-même il nous a dit que lui, il a fait sa première CAN en 84 et que depuis là, il a raté 1 ou 2 seules CAN. Lui qui connaît donc ces méandres de la fédération, comment ne se rend-il pas compte qu'il y a un règlement intérieur des sélections nationales? Vous savez, quand ça ne va pas au Cameroun, ne sort pas là. Qui astreint également aux entraîneurs. Oui, c'est un règlement intérieur pour la sélection nationale, donc le staff et les joueurs. Je disais donc, je sors par là pour cette prise de parole pour dire que chaque fois qu'on revient d'une expédition, si vous remarquez bien, et là sont les faits, ils sont sacrés. Quand on n'a pas sanctionné les joueurs, très souvent c'est l'entraîneur qui paye, qui fait les frais. Dites-moi une seule fois quand on a sanctionné un administratif. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Vous avez changé les entraîneurs. Si on prend 84, on gagne la CAN, on change l'entraîneur. Le seul entraîneur qui a résisté après un échec s'appelle Claude-Marie Leroy. En 86, on perd en finale en Égypte, mais il est reconduit. Il gagne en 88, on le sac. En 92, Philippe Redon, sans être piètre. Je comprends que ça fasse mal qu'on perde ou qu'on soit éliminé sans avoir démontré ou montré grand chose. Mais en 92, on perd au tir au but. Et on limoge l'entraîneur. Chaque fois qu'on a gagné, qu'on gagne ou on perd, on limoge l'entraîneur. Et c'est ça qui n'arrange pas forcément M. Mungou. Non, mais laissez ça, je le dis. En 2000, on gagne avec Pierre Lechandre. Derrière, on le limoge. On prend Brigitte Chopin, qui gagne et après on le limoge. On gagne avec Hugo Broos. Vous savez, moi j'étais de ceux qui... Oui, je sors par là. Moi j'étais de ceux qui pensaient que
qui était contre Hugo Bross. Bross. Oui, sa façon de faire. Je me rappelle, nous, de la presse, Chuté. nous l'avons acculé après la défaite à Limbe. Je pense que c'était contre l'Afrique du Sud. Contre l'Afrique du Voilà. Sud. C'était chaud. Nous sommes allés au Gabon. Première conférence de presse, c'était chaud. Après, il nous dit, on nous appelle en réunion, on nous dit, laissez l'entraîneur travailler. Il travaille. Quand il a gagné, j'étais le premier à lui dire, coach, tu as gagné. Même si je n'apprécie pas tes méthodes et tes choix, je suis obligé de m'aligner parce que ce qu'on demande à un entraîneur, c'est de C'est de gagner. gagner. Merci à vous. Juste une chose. Monsieur Mongo. Je voulais, tout à l'heure, vous disiez, avec un autre entraîneur, on aurait pu gagner, avec ces mêmes joueurs. C'est possible. Non mais, il faut aller plus loin. Même avec cet entraîneur, on aurait pu gagner. Le Cameroun n'a pas été C'est ridicule. possible. Okay? On est sorti prématurément par rapport à nos ambitions, mais cette équipe n'a jamais été ridicule sur le terrain. Donc il faut aller plus loin. Okay? Donc, moi, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on aurait dû remettre en question en bloc. Donc, pour aller dans le même sens que les Anges. Oui. Là, je suis d'accord. On n'était doit pas... faire un bilan exhaustif. Et on Tous aurait... les aspects. Je ne sais pas, peut-être parce que les techniciens, les sélectionneurs ont eu des insuffisances qui sont jugées flagrantes. Mais ce qu'on voyait sur le terrain, de mon point de vue, n'était pas quelque chose qui nous donnait honte non plus. Ouais. Et encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'un entraîneur change son équipe, d'accord. C'est à lui de voir comment il manage. Et effectivement, j'ai entendu un commentateur, c'était sur une une chaîne de télé, qui a dit oui, de deux choses l'une. Ou bien il ne sait pas où il va, ou alors il sait bien ce qu'il veut. Il sait bien ce qu'il veut. Donc, moi, je ne suis pas d'accord qu'on dise que non, tout n'était pas mauvais. Voilà, tout n'était pas mauvais. Et je dis, la même équipe avec le même staff aurait très bien pu. On a perdu contre le Nigeria, pas parce que le Nigeria, on a été tellement surclassé par le Nigeria. Malheureusement, normalement, je veux dire, ces deux équipes... Il y a quand même eu des erreurs de coaching. Et des erreurs des joueurs aussi. En réalité, même avec ce même coaching, et sans deux erreurs fatales des joueurs, on serait passé. Alors, il faut se dire qu'on a les perspectives à venir et on a que le Cameroun doit organiser la Coupe d'Afrique Nation en 2021. Une Coupe d'Afrique qui, faut-il le rappeler, nous a échappé en 2019, mais qui est certainement rattrapable en 2021. Mais une Coupe d'Afrique pour laquelle on a déjà un système d'infrastructure à saluer. Mais comment aller à la Coupe d'Afrique Nation sans véritable coaching, sans véritable ou sans savoir quelle sera la politique à implémenter autour de l'équipe nationale Fayon du Cameroun. Vous allez loin, Frédéric, à la Coupe d'Afrique des Nations. On a le CHAN qu'on organise en janvier. Oui, mais le CHAN c'est pour les... Il n'y a pas de sélectionneur pour la sélection des A' depuis janvier 2018. C'est pour vous dire la légèreté avec laquelle on gère le football au Cameroun. Parce qu'on ne peut pas vouloir organiser une compétition en janvier, dans 6 mois, dans 7 mois à peine, et jusqu'au jour on n'a pas de sélectionneur. C'est pour vous dire qu'on peut se retrouver en 2021, en décembre 2020, qu'on n'aura pas trouvé le successeur de Seedorf, parce qu'il n'y a pas de vision dans le football au Cameroun. C'est pour vous démontrer ça. Donc il faut que le ministre même, dans une certaine continuité, le ministre même n'est pas sûr que, en voulant implémenter une certaine politique, il peut être au départ, il ne sera pas à l'arrivée. Celui qui va arriver là va remettre tout à zéro et on va recommencer. C'est un peu ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une gestion la plus bancale que je n'ai jamais vue. Parce que quand vous voyez le ministre prendre une décision, étant à Yaoundé, le président de la fédération est en Égypte, le coach, personne ne sait où il est, les joueurs, personne ne sait où ils sont. Ça veut dire qu'il y a un manque de communication, même de cohérence. Personne ne sait à qui reçoit des ordres de qui et qui répond à qui. Même dans le communiqué de la FECAFOOT, vous sentez que ce n'est même pas un communiqué du président de la FECAFOOT. Il obéit juste aux ordres et c'est juste une façon polie de dire que voilà ce que le ministre a dit. Puisque c'est l'État qui paye ton salaire, alors on va s'arrêter là. Et comme on a dit, on attend peut-être. Quand vous voyez, il n'y a pas de communication entre Seedorf et le ministre, ça veut dire que peut-être Seedorf a déjà une démarche de comment porter plainte parce que normalement on n'est pas content quand on est licencié, on n'est jamais content. Seedorf était également pressenti pour d'autres sélections. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il va quitter de bon gré. S'il voulait quitter, il aurait démissionné, comme là on fait beaucoup de sélectionneurs à la fin de la Coupe d'Afrique. Ça veut dire que s'il n'a pas démissionné,
il pensait vouloir continuer. C'est pas donné 62 millions chaque mois. C'est pas donné vu qu'il avait déjà pris un an. Peut-être qu'il allait encore prendre un an à faire des projets dessus. Donc pour dire qu'il faut réellement penser une politique, pas seulement pour le football, mais même pour beaucoup de domaines dans la durée. Parce que faire des choses avec 6 mois, 6 mois, planifier, on a eu les mêmes problèmes. On n'en parle pas aujourd'hui, mais pour l'équipementier. Pourquoi? Parce que quelqu'un était là. Pendant, hein. Oui, parce que quelqu'un était là, il a signé un contrat, il voulait signer un contrat, il lui a dit que non, puisque tu vas partir dans 2 mois, tu n'as pas la capacité de signer tel contrat. Attendons quand on va avoir quelqu'un de stable qui va pouvoir signer. Et on est arrivé à bout à l'expiration d'un contrat, ce qui ne se fait nulle part. Les contrats, à 1 an, on essaye de voir si on commence à renouveler. Ouais. Donc c'est un peu ça. Il y a beaucoup de cacophonie dans la gestion du football. Et si on veut vraiment travailler dans un environnement sain du football, il faut repenser le football parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est tout sauf du football moderne. En fait. Alors, tout sauf le football moderne, mais pourtant, on a des échéances à venir. Oui, il y a les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'aujourd'hui, la nouvelle formule, le pays organisateur participe pendant les phases finales, les phases éliminatoires et les phases qualificatives. C'est exactement ce que je voulais dire. Repenser le football, oui, mais c'est sur la durée. Maintenant, il y a une échéance. Il y a le court terme, il y a du moyen terme, il y a le long terme. Pour moi, il faut essayer de mettre quelque chose en place pour pouvoir faire face aux échéances qui viennent. Il y a le sélectionneur. Il faut tirer un bilan rapidement de ce qui s'est passé et voir comment corriger cela, voir ce qui doit être mis en place et voir qu'est-ce qu'on fait du sélectionneur et entre autres. Est-ce qu'on va vers un sélectionneur local? Pourquoi pas? Mais en fait, il y a quand même des décisions à prendre rapidement parce qu'il n'y a plus de temps. Et puis sur le long terme, évidemment, on va travailler sur la politique plus globale. Je vais poser une question, Pierre, si vous permettez bien. Alors, on a eu des grands noms qui ont entraîné l'équipe nationale du Cameroun. Oui. Je cite un, Javier Clemente. On a eu des no-names, oui. À l'exemple d'Hugo Bros, qui venait d'une équipe de seconde zone. Et puis après, on a Clarence Seedorf oui. Et Patrick Kluivert, un duo. Oui. Quelles peuvent être les expectatives du Cameroun? On nous a annoncé ce matin qu'il y a eu une concertation entre Patrick Mbomandem oui. Et le président de la Fédé. Bon, ça c'est toi qui me l'annonce. C'est toi qui me l'annonce. C'est quel type d'entraîneur devra le Cameroun aujourd'hui? À mon avis, et j'ai toujours été pour cela, milité pour cela, il faut qu'on s'oriente progressivement vers une formule où on a un entraîneur local ou un collège d'entraîneurs locaux. Pour moi, il faut que ce soit local, au moins pour 2 raisons. Déjà pour des raisons économiques et ensuite pour des raisons de, j'ai envie de dire, souveraineté et fierté. Je veux dire, vous ne pouvez pas être un pays qui se développe sur le plan du football sans que émergent également des personnes capables de tenir votre sélection sur le plan technique. Voyez? Et sur le plan économique, parce que je considère normal qu'un entraîneur camerounais, parce qu'il fait le travail pour son pays, soit éventuellement moins exigeant. Je ne dis pas qu'il mérite moins, mais qu'il soit moins exigeant qu'un entraîneur expatrié qui vient coûter tous les chiffres qu'on nous a donnés là. Donc pour moi, il y a 2 raisons fortes qui militent pour que nous mettions, il parlait de politique, que nous nous mettions résolument à une politique qui au bout s'assure que nous avons des entraîneurs locaux pour nous. Éventuellement, on peut passer par des collèges. On a eu déjà des formules de collèges d'entraîneurs locaux qui ont fait un travail qui était remarquable. Mais on reproche à nos locaux de ne pas avoir de la personnalité, du charisme pour pouvoir tenir ces équipes nationales. Si c'est le cas, je suis pour qu'on travaille pour que ce problème soit résolu, mais localement. Même si on passe par des problèmes par rapport à ça, on arrivera au bout à avoir des entraîneurs locaux qui savent avoir une posture d'indépendance, de charisme et tout ce qu'on veut. Donc moi, je suis pour qu'on aille vers des entraîneurs locaux. Alors, vous qui parlez de charisme, on a eu Jean-Paul Akono pour les U23 en pleine Jeux Olympiques, mais c'est un exemple qui n'est pas forcément légion. Combien de fois on a donné la chance et les moyens à un entraîneur national et il n'a pas fait le résultat? Non, chez nous on dit qu'ils sont tous passés par l'INGS, ils sont professeurs. Les ministres ont dit on ne peut pas payer plus de 500 000. Le reste ils prendront en termes de primes. Non, c'est un faux débat. Je suis content qu'il ait apporté les précisions. Hein? Un entraîneur camerounais, je le disais tout à l'heure, le football, quand on y joue, c'est parce qu'on a un talent particulier. Entraîner aussi, on ne peut pas entraîner quelqu'un qui gagne autant de millions et nous on aspire à moins. Non, il faut qu'on comprenne au Cameroun qu'un entraîneur peut gagner 20 millions.
Maintenant, petite précision, sauf si je me trompe, mais je pense que les 62 millions n'étaient pas à Seedorf seul, et avec tout son staff. Oui. C'est vrai qu'au départ, on n'a pas voulu nous donner le montant, mais à la longue, le montant est sorti. Le collège d'entraîneurs, vous avez parlé de Patrick Mboma, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le projet initial, avant de recruter cet entraîneur, Kluivert et Seedorf, qui n'ont prouvé nulle part. En tant qu'entraîneur. En tant que footballeur, c'est un talent qu'on a. Mais en tant qu'entraîneur, ils n'ont prouvé nulle part. Mais non, le projet de départ, c'était quoi? C'était un collège d'entraîneurs. Pas seulement d'entraîneurs nationaux, avec 2 ou 3 qui ont des diplômes dans l'entraînement, et 1 ou 2, selon, qui eux ont eu un vécu réel au sein de cette formation. Ça faisait donc les 4. Je ne vais pas citer les noms, mais les noms circulent. C'est les mêmes qui reviennent. Sauf qu'entre-temps, le consultant de Canal+, Patrick Mboma, a dit il n'était pas preneur. Parce que ces raisons, au moment où il avait envie de servir son pays pratiquement pour rien, on a refusé pour des raisons autres que ceux qui concernaient le foot. Bon, maintenant, rien n'exclut qu'il peut revenir à de meilleurs sentiments si on envoie les bonnes personnes lui parler. Je parlais tout à l'heure du discours de vestiaire. Ceux qui ont joué savent comment on parle se dans le parler. vestiaire. Voilà, c'est tout. On ne peut pas vouloir demander que Mbolo, qui a signé pour la Suisse, vienne jouer pour le Cameroun, ou Joël Matip, et qu'on envoie des no-names ou des gens qui n'ont pas fait le foot, ou alors ceux qui ont contribué même à ce que, parce qu'il y a des footballeurs qui ont contribué à ce que ceux-là ne viennent plus en sélection. Vous n'envoyez pas les mêmes gens, vous envoyez plutôt ceux qui ont une certaine crédibilité en tant que footballeurs et leur histoire, leur passé dans cette sélection. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Moi je ne suis pas contre un collège ou un entraîneur national, parce que aucune équipe, aucun pays au monde n'a gagné la Coupe du Monde avec un expatrié. L'Angleterre qui a inventé le football a essayé d'aller à l'école d'abord italienne avec Capello. Ça n'a rien donné. C'était foireux. Ils sont allés à l'école suédoise avec Vince-Goran Eriksson. Ça n'a rien donné. Ils ont oublié qu'en 66, ils ont gagné une Coupe du Monde avec un Anglais. Ils sont revenus à des meilleurs sentiments. Regardez les équipes qui gagnent. On fait avec quelqu'un de chez nous parce que lui, il connaît la mentalité. Vous voulez dire que parce que le Sénégal est en finale? Vous avez dit tout à l'heure que nos entraîneurs manquent de personnalité. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis supporter de l'OM. Je connais l'OM au bout des doigts. Le sélectionneur actuel de l'équipe de France, lorsqu'il y a eu des affaires de recrutement avec soupçon de pot de vin, le nom de Deschamps a apparu dessus. Je me lis tout simplement à Deschamps. Parce que régulièrement des entraîneurs de haut vol sont cités dans des affaires, mais sans preuve. Parce que c'est comme ça que vit le football, ça se nourrit avec. Mais derrière, lorsqu'on fait le résultat, qu'est-ce qui est meilleur? Le résultat, celui qui peut faire le résultat, ou celui qui ne fait pas le résultat et dont on n'en parle jamais? Il y a un grand de ce pays qui a dit, vous ne verrez jamais, il disait à un autre grand du pays, vous ne verrez jamais les enfants jeter les pierres sur un arbre non fruitier. Quand ce n'est pas la saison des mangues, vous ne verrez jamais les enfants jeter les cailloux sur un manguier. Donc quand on parle beaucoup de quelqu'un, parfois, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon. Donc il faut nous recruter un entraîneur de pointe. On en a eu, malheureusement on n'en a pas gardé. Mais avant de recruter l'entraîneur, il faut penser globalement le football. Et je suis d'accord avec lui, il ne faut pas aller à l'urgence. L'urgence, c'est qu'on ait un entraîneur pour préparer les échéances à venir. Mais pour le long terme, le moyen et le long terme, il faut penser le football pour qu'il se développe, qu'il se professionnalise. Pour le penser, il faut le structurer. Il faut qu'on sorte des crises perpétuelles avec les affaires aux tasses et autres, les présidents mal élus, légitimes et autres, légitimes ou pas, c'est en fonction du camp ou du camp qu'on supporte. Non, il faut qu'on revienne au football. Et revenir au football, c'est de remettre le footballeur au centre des préoccupations, parce que c'est la matière première du football. Si on se concentre sur le footballeur, on lui donne le minimum. Ça, c'est à la base. Parce que les champions d'aujourd'hui, regardez par exemple l'équipe de France. L'équipe de France qui gagne la Coupe du Monde 2018. Cette équipe-là, 75% de cet effectif ou 65% de cet effectif est champion du monde avec les Pogba, les Griezmann et tout le monde. Mais chez nous,
Vous verrez, on a gagné la CAN. Mais on a eu cette époque glorieuse avec... Non. C'est toujours des générations spontanées. On a gagné la CAN U17 en 2004, en Bamban. Citez-moi combien de joueurs de cette cuvée-là ont intégré le Grand Lion. Moi, je veux vous en citer deux. Song et Ngemo. Toi, Song, Ngemo et Mbia. Les autres sont passés où? Maintenant, on vient de gagner une CAN U17. Vous verrez dans 4 ou 5 ans. On va les chercher, on ne va pas les retrouver. Merci à vous, messieurs, d'être venus sur Tout au clair de ce soir. Le programme est arrivé à son thème. Le temps va très, très vite. On a encore quelques SMS qui sont parvenus ce soir. Je voudrais surtout dire à nos téléspectateurs que nous ne sommes pas là pour régler les comptes des uns et des autres. Donc, nous ne lirons pas les SMS qui visent à régler les comptes et qui s'adressent un tweet ou personnel. On lira les SMS qui portent essentiellement pour la gloire et pour la construction du football camerounais. Ce téléspectateur, lui, nous dit, s'il vous plaît, que monsieur le ministre et le président de la fédération s'asseyent avec toutes les anciennes gloires du football pour réfléchir sur ce que doit devenir le football camerounais. Un autre SMS qui nous est parvenu ce soir. Merci à vous d'avoir ouvert le débat, mais davantage, nous voulons une équipe forte. Nous sommes habitués à gagner. Nous devons toujours gagner, même s'il peut y avoir des périodes de creux où on ne gagne pas. Merci, s'il vous plaît, d'avoir mis M. Clovet et Sidorf à la porte. Ils n'ont rien apporté à notre football, encore moins à notre équipe, seulement des problèmes. Merci à Tout au clair pour ce débat et aux éclairages de M. Etiga. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci d'avoir ouvert le débat autour du limogeage des sélectionneurs. Merci surtout à nos responsables d'avoir pour une fois pris la responsabilité de limoger, même s'ils ne sont pas les seuls responsables de l'échec enregistré en Égypte. Un autre SMS, s'il vous plaît, pensons à construire notre football. Nous avons des échéances à venir, notamment la Coupe d'Afrique des Nations dans notre pays. Ne faisons pas comme l'Égypte qui a perdu sa CAN. Nous devons gagner la nôtre. Donc, trouvez-nous un entraîneur de qualité, qu'il soit national ou international. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci pour le développement et sur les précisions qui ont été données sur le contrat de Clarence Sidorf. Mais il était temps qu'il parte. Il ne nous servait pas à grand-chose, ce monsieur. Et puis, un autre SMS qui est arrivé ce soir. On en a trop de ces expatriés comme entraîneurs. S'il vous plaît, apprenons à faire confiance à nos entraîneurs, même s'ils manquent de qualité. Ils peuvent être de très bons pédagogues, donc finalement, obtenir de bons résultats. On a eu l'exploit avec Jean-Paul Akono. On peut avoir d'autres Jean-Paul Akono. Et je voudrais qu'on arrête là avec les SMS ce soir. Messieurs, merci encore. Léandre, merci d'être venu. Monsieur Christian Mongo, merci. Jean-Marcel, malgré la pluie, vous avez donné la peine d'être là ce soir. Oui, c'est un devoir. Quand on peut apporter un petit pied comme ça là dans la construction de l'édifice, on n'hésite pas. Merci à vous, messieurs. Merci pour l'invitation. Merci, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, d'avoir été dans le cadre de Tout au clair de ce mercredi, dernière livraison de la semaine. On espère avoir fait le point d'information autour de la question qui était posée ce soir. On vous donne également rendez-vous lundi prochain, mardi et mercredi, 21h, 22h30 sur cette même antenne. Bonsoir à toutes et à tous et à très bientôt.